Comme un ouragan qui passait par la Pocahontas l'a emporté. Et Winnie l'ourson n'y aura pas droit, celui-là s'est ramassé. Wouh! Vous m'avez surpris, en bien, par rapport à ce résultat de vote, sachant que c'était, mais alors, méga serré. Au moment où je vous parle, on est en fin de mois de janvier, les résultats, c'est 46 voix contre 45. Mais les 46 voix, c'est pour Pocahontas, alors c'est Pocahontas qui gagne. C'est Pocahontas qui sera traité en top retour, et pas Winnie l'ourson 2011, et non. Il y a un petit soulèvement de gens qui se sont dit non, pas maintenant, hein, on va peut-être faire autre chose. Et vous êtes partis sur Pocahontas pour ça. J'ai adoré sur ça, d'autant plus qu'au début, ça avait l'air... La messe était dite, pour moi. Hein, ça remportait haut la main, Winnie l'ourson 2011, mais il y a eu ce petit relan de gens qui se sont dit attendez, ça va. On veut autre chose. Et ça s'est joué à 3 fois rien près, mais au bout du compte, c'est ce film-là qui est traité en top retour pour ce mois de février. Wouh! C'était assez fun à voir, à observer. Sachant que bon, c'est pas forcément mieux pour moi en termes de quantité de travail parce que j'avais déjà prévu la liste pour Winnie l'ourson 2011 et ça allait pas être particulièrement long à faire. Mais bon, Pocahontas, il va y avoir un peu plus de choses à redire, ça va me demander plus de travail, j'avais pas particulièrement prévu, je veux dire, de tous les films qui pourraient battre Winnie l'ourson 2011, qui a eu une petite chance, j'avais pas vraiment prévu Pocahontas, je vous cache pas, hein, mais bon, voilà. Donc, voilà, vous avez pris au dépourvu par rapport à ça, ça fait plaisir, hein, pour une fois que c'est pas quelque chose d'ultra évident depuis quelque temps que vous choisissez, ça fait plaisir de voir ça. En tout cas, Pocahontas, un film que j'aime beaucoup sur plusieurs points, mais qui est pas parmi le haut du panier non plus. Hein. C'est-à-dire que j'aime beaucoup de choses, j'aime la relation amoureuse entre notre héroïne et John Smith, l'ambiance un petit peu, même si elle est simplifiée, j'en parlerai de deux mondes qui s'entrechoquent et comment c'est réglé, et j'adore particulièrement la fin. La fin est, à ce niveau-là, est géniale. Cette espèce de compromis qui doit être fait, où on peut pas avoir la fin heureuse, parfaite, c'est quelque chose de fort, quoi. C'est une de mes fins préférées Disney, quoi, dans mon top 3. Les chansons sont toutes très bonnes. Un petit détail près sur lequel je vais revenir une fois de plus dans la liste. Mais voilà, c'est vraiment un bon film. Cependant, je lui ai mis 14 sur 20, c'est bien pour une raison, et on va s'y pencher tout de suite. En avant pour les 7.5, pire point de Pocahontas, une légende indienne. Personne ne dit ça dans le titre, mais normalement ça fait partie du titre français, ça. Numéro 7.5, un non-respect de la véracité historique. Je me suis déjà penché là-dessus, donc je vais éviter de trop m'étendre. Mais voilà, je fais pas partie des gens qui affectionnent particulièrement l'histoire de la découverte des Amériques qui commence à s'est passé. J'ai beaucoup de respect sur l'histoire, ce que ça nous enseigne, et oui, pour moi c'est important de savoir un petit peu comment notre société s'est créée, quand même. J'ai quand même pas mal de respect pour ça. Après, est-ce que je fais gaffe aux détails? Est-ce que je suis vraiment un féru d'histoire? Clairement pas. Faut pas me demander ça à moi. Donc, à titre personnel, qu'on représente mal ce pan de l'histoire, ça n'est pas trop dérangeant. J'arrive à apprécier l'histoire telle qu'elle est malgré tout. Ça n'empêche que je comprends, mais alors parfaitement, les gens qui ont un problème avec ça. Et à nouveau, je vais essayer de pas m'étendre là-dessus parce que oui, j'ai vu des commentaires de gens qui disent « Oh mais c'est n'importe quoi, faut prendre le film pour ce qu'il raconte, faut pas être pète sec et coincé par rapport au non-respect de la véracité historique, on s'en fout. » Non, toi tu t'en fous, mec. Toi t'en as rien à foutre de la véracité historique quand tu regardes ce film. D'autres, peut-être que pour eux, l'histoire de Pocahontas, que ça représentait, c'était quelque chose d'important. C'est un moment de l'histoire qui représente quelque chose pour eux. Et voir ça représenté de façon aussi simplette, ça peut être énervant pour certains. Par rapport au fait que oui, Pocahontas n'a jamais eu de relation amoureuse avec qui que ce soit, c'était une fille. Et donc voilà, c'est un petit peu la force d'une fille de très jeune âge qui a aidé à faire ça. Il n'y avait pas
pas vraiment de représentants de la connardiche chez les blancs, c'était vraiment un mouvement de groupe total, quoi, hein. C'était pas juste une personne qui représentait le mal chez eux, tout ça, c'était clairement pas du tout comme ça que ça s'est déroulé, la rencontre entre les natifs américains et les colons. Donc ouais, ça peut paraître insultant pour certains, et c'est totalement compréhensif. Et le fait que des gens viennent se la jouer, ah, mais faut arrêter de voir les films comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut voir un film, mais allez vous faire mettre les gars. C'est pas comme ça que vous abordez le film vous, mais ça veut pas dire que c'est comme ça que tout le monde doit l'aborder. À ce moment-là, vous n'avez absolument rien à dire concernant n'importe quel type d'adaptation, hein. Dès lors que y a un matériau de base qui est repris dans un film et que ça vous emmerde que ce soit pas bien repris, vous n'avez pas votre mot à dire à ce moment-là. Vous ne pouvez rien dire là-dessus, vous fermez votre gueule à ce moment-là. Ou alors vous êtes des hypocrites. C'est pour ça que oui, des fois il y a des matériaux de base pour lesquels j'ai un peu d'estime, qui sont mal adaptés, ça me casse les couilles et ça m'empêche d'être pleinement pris dans l'histoire. Ça joue dans mon appréciation, c'est évident. Si ça fait pareil pour d'autres personnes via un autre matériau qui ne me parle pas extraordinairement à moi mais qui leur parle à eux, mais alors très bien, je comprends parfaitement que ça vous plaise pas. C'est pour ça que je tiens à faire ce point-là. À titre personnel, est-ce que ça me dérange? Non. Est-ce que ça veut dire que ça ne devrait déranger personne? Clairement pas. Numéro 7, l'ère du hippie. Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour? Je me suis déjà un petit peu attaqué à cette chanson dans ma critique aussi. Je vais essayer de faire vite. J'arrête pas de dire ça et à chaque fois je fais pas vite. Donc voilà, ça va être long et chiant comme d'hab, hein. Je vais m'étendre pour rien. Donc ouais, qu'on soit d'accord, l'air est génial. Cette chanson est super entraînante et ouais, simplement en termes d'air, elle est parmi les meilleures du film facilement. Et au début ça va, honnêtement, le tout début de la chanson passe très bien, quoi. C'est Pocahontas qui remet John Smith à sa place, comme quoi faut pas juger les autres comme ça, simplement parce qu'ils sont différents de nous, c'est cool. Et après ça part dans du gros délire hippie en termes de paroles, même en termes d'illustration. Genre, oui, bien sûr, on peut approcher une ours comme ça et s'amuser avec son petit sans problème. Genre n'importe quoi, ah oh, communion avec la nature. Et les termes sont d'une débilité affligeante. Alors qu'on y pense, vraiment. Je pourrais limite faire une vidéo entière uniquement dédiée à ça si je voulais, mais bon, Link the Sun a déjà fait une petite critique rapide à ce niveau-là, et ouais, c'est pas non plus le but de cette vidéo, mais voilà, les paroles sont d'une niaiserie incroyable. Et c'est vraiment un délire de hippie stupide qui considère que tous les animaux sont égaux, à harmonier avec la nature, avec des formulations d'une connerie, je trouve. Peux-tu peindre en 1000 couleurs l'air du vent? Ça veut dire quoi cette merde? C'est une formulation débile. Et qu'on soit d'accord sur un point, c'est pas seulement la VF, hein. La VO aussi est complètement débile à ce niveau-là en termes de formulation, hein. C'est pour ça que c'est pas du tout dans mon top 20 des pires traductions de chansons Disney, parce que c'est le même niveau de stupidité en termes de paroles pour moi en VO comme en VF. Can you paint with all the colors of the wind? Comme je dis, je pourrais me pencher des lustres là-dessus. L'air est génial. Ce que ça veut faire passer dans l'absolu, ce message d'humilité que ça veut faire passer, je n'ai absolument aucun problème, c'est super. Ça veut vraiment un petit peu remettre à sa place John Smith, c'est très bien là-dessus. L'illustration et une grande partie des paroles, wouh, space! Ask the grinning bobcat why he grinned. C'est juste un nom qu'on lui donne en anglais, donc t'es même pas censé avoir cette espèce de truc là, de jeu de mots là à faire, Pocahontas. Là je parle de la VO, et sinon oui, la loutre et le héros sont mes amis. Non, c'est con pour moi, hein. Vous pourrez pas me défendre ça, hein. Tant mieux si vous trouvez ça joli, mais en termes de paroles pures, c'est du délire hippie stupide. Voilà tout ce que c'est pour moi. Numéro 6, un enchaînement global un peu trop rapide. Ça correspond à énormément de films Disney où les événements se passent sur une courte période de temps. Et souvent, ça arrive à passer tout à fait acceptablement. Souvent parce que ça repose en grande partie sur deux personnes qui tombent amoureuses. Donc voilà, le côté coup de foudre, j'accepte ça, quoi. Certains conflits, beaucoup de conflits peuvent s'instaurer en l'espace de quelques jours. Là, je trouve que ça le fait moyen.
Je trouve pas que ce soit horrible ou quoi que ce soit, c'est pour ça que c'est aussi peu classé, mais ça reste très moyen dans la façon dont tout s'enchaîne beaucoup trop vite. Je veux dire, ils sont quoi, présents sur les terres indiennes pendant 2 jours et demi, hein. Oui, c'est à peu près comme ça que c'est présenté, hein. Si on montre comment John Smith et Pocahontas se rencontrent, ils ont 2 rendez-vous, donc 2 jours, voilà, 2 jours et demi, ça dure. C'est extra, quoi. Et c'est censé mettre en place tout un conflit d'ordre racial entre ces 2 peuples. Radcliffe qui se dit « Oh, on n'a toujours trouvé aucune pépite depuis qu'on ratisse le coin. » Putain, ça fait que 2 jours, bien entendu que vous avez encore rien trouvé, quoi. Tu penses peut-être que trouver de l'or, ça se fait tout en 2 secondes. Bon, en partant du principe, bien entendu, qu'il y aurait de l'or à trouver, il n'y en a pas. Mais je veux dire, ouais, si tu commences déjà à perdre espoir au bout d'un jour et demi, mec, c'est quand même un peu n'importe quoi, tu m'excuseras. Ce genre de détails, c'est pas... Ça aide pas trop, et il y aurait sans doute eu moyen de mettre en place une espèce d'ellipse, c'est-à-dire faire en sorte que Pocahontas et John Smith puissent se trouver, se rencontrer à plusieurs reprises via un espèce de petit montage où on les verrait rapidement se trouver, partir, nouer un petit peu des liens. Déjà, ça aurait rendu leur histoire d'amour un tout petit peu plus forte, puisque bon, ils auraient eu un peu plus de temps pour mettre ça en place. Et voilà, ça aurait mieux instauré le conflit. On aurait vraiment eu l'impression que cette espèce de guerre froide, entre guillemets, qui avait lieu dans le coin, ça s'est chauffé de plus en plus, et ça aurait fini par péter de façon encore plus forte. Là, le fait que ça s'inscrive seulement dans 2 jours et demi, c'est un peu trop facile dans le cadre de ce qu'on raconte, malheureusement. Hein, c'est pas affreux, mais il y avait clairement moyen de faire mieux que ça, et ça se ressent un peu trop. Et c'est le même délire avec le point numéro 5, la responsabilité unique. Parce que oui, il n'y a qu'une seule personne qui est vraiment un enfoiré dans ces circonstances-là. Et tout le reste, c'est juste qui sont un peu trop pris dans la situation, et il suffit d'un petit discours rapide pour les faire changer et être gentils en fait. Mais voilà, il n'y a que Radcliffe, le gros connard de service, qui est responsable de tout. C'est lui qui chauffe les foules pour leur désir d'or, c'est lui qui chauffe les foules pour aller combattre contre ces sales indiens, tout ça. Et au bout du compte, c'est lui la seule personne à arrêter, puisque les autres savent se montrer raisonnables assez vite. Et ouais, à nouveau, c'était beaucoup plus complexe que ça dans l'histoire. Je pense que s'il y a bien un point de mauvaise adaptation de l'histoire véritable qui me gêne là-dedans, c'est ça, quoi. Le fait que tout tourne autour d'un seul enfoiré qui n'était pas tellement un enfoiré que ça dans la réalité. Au passage, Radcliffe n'était pas un tel enfoiré que ça, et tout doit tourner autour d'un seul grand méchant dans le cadre un peu simpliste à la Disney qu'on a. Et voilà, il y a des cadres où ça sort très bien, Jafar, Ursula, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Vraiment, ça passe nickel. Dans ce genre de cadre-là, on essaye de mettre en place un conflit interrace, entre guillemets. C'est un peu grossier et facile de résumer ça à ça. Hein, et ouais, je trouve ça un petit peu dommageable. Un petit peu dommageable, et ce qui fait que ouais, ça rend le conflit, en dépit du fait que j'adore la fin une fois de plus, pas aussi fort et prenant que ça le pourrait. Malheureusement, mais bon, il faut un peu simplifier le tout à la Disney, et il faut faire avec, et donc j'arrive à accepter un peu ça, ça me dérange pas énormément, n'empêche que c'est pas non plus anodin, en ce qui me concerne. Numéro 4. Son âme est bonne et pure. Ouais, bien sûr, son âme est pure, si tu veux. C'est n'importe quoi. Son âme est pure à John Smith, alors qu'on a montré de façon claire qu'il avait tué des tas d'Indiens avant. Il a du sang sur les mains, il a de l'expérience de la bouteille. Je pense pas que son âme soit pure. Ou alors tu définis ça, je sais pas, comme c'est défini dans Split, de façon complètement stupide au passage. Donc ouais, la pureté, tu sais pas ce que ça veut dire en fait. Hein. Tu donnes à ce mot un sens qu'il n'a pas. Je sais pas, c'est le détail, ça a l'air de rien hein, pour beaucoup de gens. Et je vous cache pas que vraiment, je commence à avoir des problèmes vraiment forts à partir du numéro 3. Mais voilà, c'est avec l'histoire qu'on lui crée, partir sur la voie son âme est pure, donc il y a rien à lui reprocher réellement à ce type, c'est bon, un bon parti pour notre héroïne, c'est un peu fort de café, alors qu'il y avait moyen de faire quelque chose, je sais pas, d'un tout petit peu moins simple,
Comme quoi, ouais, il a du sang sur les mains, ça le ronge un petit peu, surtout maintenant que Pocahontas lui a fait ouvrir les yeux. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant à explorer un petit peu, le faire regretter un peu ses actions, sans avoir cherché à comprendre les autres. Mais on part sur la voie son âme est pure, donc ouais, il écoute bêtement Pocahontas, son passé d'ancien tueur, d'ancien grand aventurier qui a combattu des dizaines, des centaines d'Indiens avant, et ben au bout du compte, on prend pas ça en compte, alors que c'est quand même un trait caractéristique du personnage qui était assez marquant au début. Non, son âme est pure. C'est un grossier pour moi, un petit peu grossier. Numéro 3, cacher ce sang que je ne saurais voir. J'en ai parlé dans ma critique, cette censure est horrible, tellement elle est vulgaire, je trouve. Je veux dire, on montre des conflits avec des armes à feu, hein, et lorsque quelqu'un se prend un coup de feu, ben à chaque fois, alors que ça arrive 3 fois dans le film, 3 putains de fois dans le film, on ne montre pas une seule goutte de sang. On joue même pas avec l'angle de la caméra, histoire de dire ouais il saigne mais vous le voyez pas. Non, hein. On montre des plans, peu de temps après qu'ils soient fait tirer dessus, de l'endroit où ils se sont fait tirer dessus, et ça a l'air d'aller, hein. C'est comme s'il s'était pris juste un petit coup, quoi. En fait c'est des nerf guns, quoi, mais ils ont touché un nerf interne, et c'est ça qui les blesse. Je sais pas, c'est bizarre, ce genre de truc. Voilà, c'est ce genre de choses. Hein, pas extra, hein. Après, je n'aurais pas grand chose de plus à dire, voilà, c'est mal fichu dans le dessin. Si vous vouliez rendre votre film tout public en évitant ça, il fallait penser à une meilleure mise en scène. C'est tout ce que j'ai à dire. On a fait ça beaucoup mieux avant, après aussi. Là, ça n'a pas d'excuse. Ce film n'a pas d'excuse pour faire une censure aussi affligeante. Numéro 2, grand-mère feuillage. Il a entendu que j'allais parler de celle-là. Alors, ça vaut pas ma maudit, mais punaise, je l'aime pas, hein. C'est un peu elle qui a lancé cette mode même. J'essaye de voir avant, est-ce qu'on avait vraiment des... Voici, techniquement, ça a commencé avec Merlin, le coup du vieux farfelu. Me semble-t-il. Seulement voilà, il était mis en avant et on montrait que qu'il n'était pas juste là pour faire le gag. Même si bon, on forçait peut-être un petit peu trop le gag autour de lui. Donc ouais, peut-être qu'il y avait un peu ça avant. Je pense que c'est à partir de ce personnage-là que c'est devenu une formule gaguesque exagérée. C'est censé être la confidente de Pocahontas. Je sais pas trop, je vois pas l'intérêt. L'idée qu'elle puisse se confier, ne serait-ce qu'à la nature, puisqu'on montre qu'il y a une magie de la nature, je trouve que c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'un interlocuteur précis par rapport à ça, d'une personne pour faire ce petit commentaire du genre « Oh, regardez, si je trempe ma feuille dans l'eau, regardez comme ça peut se propager ». Il suffit d'une bonne action pour faire propager le reste, merci. Il y a besoin de ces petites paroles de sagesse sorties d'un biscuit chinois pour ce genre de truc, je sais pas trop. Sachant que bon, ça représente quoi, 10% de son rôle, hein. 90% c'est d'être une grosse loufoque qui fait des blagues. Et ces blagues sont pas géniales. Vraiment pas géniales. Alors est-ce que c'est ultra affligeant? Pas vraiment. Je veux dire, j'ai connu largement plus affligeant en termes d'humour, mais... ouais, ça reste un petit peu lourdeau, et le fait qu'on insiste à ce point là-dessus, qu'on rende aussi clair et rentre dedans la magie de la nature qui est présente, je trouve ça grossier, honnêtement. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Vous auriez pu la rendre plus mystique et moins la démystifier justement avec ce genre d'apparitions qui sont directes et bateaux comme ça. C'est pas extra, je trouve. Mais bon, dans l'absolu, son humour est pas génial et il me fait un peu soupirer. C'est mieux que l'humour du numéro 1, Miko. Ah ouais, je l'aime pas, lui. Je pense avoir tout dit dans ma critique, là aussi. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai été peut-être un peu méchant avec les deux autres parce que, vous savez quoi? Fleet, ça va. Il est pas extra, mais il a son petit caractère, il est pas trop intrusif, ça va, Fleet. Et pareil pour Percy, honnêtement. Le seul problème que j'ai avec Percy, c'est que il est pris dans les délires de Miko, mais globalement ça va, quoi, comme chien
du coin qui est pris dans les événements. Je veux dire, j'arrive à accepter le personnage, il est pas fameux, mais j'arrive à l'accepter. Je peux pas blairer Miko. Il est gavant et il occupe beaucoup trop de temps d'écran pour ce qu'il représente. Vraiment, c'est l'animal mascotte le plus intrusif que Disney a fait. Et tout ça pour du gag gamin débile puéril pour agripper les petits enfants parce que là c'est une histoire un peu sérieuse, grave et on n'est pas sûr de capter les 6-7 ans donc vas-y qu'on balance ces conneries avec l'animal qui fait ses petits délires stupides à côté, ça fera rire les plus petits qui réfléchiront pas, voilà. Et il y a moyen de faire ce genre de truc bien. Je veux dire, regardez Olaf dans La Reine des Neiges. Je trouve pas qu'Olaf est génial, mais voilà, Olaf arrive à être drôle pour un peu tout le monde. En tout cas, il arrive à être suffisamment drôle pour les petits comme pour les grands. Hein, même si bon, à nouveau, c'est pas se taper le genou. Hein, mais voilà, là, c'est juste du gag cartoonesque pour les petits et je n'aime pas ça, vraiment pas. Il est irritant, il se force dans l'intrigue. On va faire un parallèle à la con à un moment donné sur la situation de conflit par rapport à lui et Persis qui est complètement ridicule. Hein. Faites des parallèles, je sais pas, qui sont un peu moins insultants que ça, s'il vous plaît. Et très longtemps, ça a été le pire animal sidekick Disney à mes yeux. Cette place revenant désormais depuis quelque temps à un autre animal. Donc ouais, on peut faire toujours pire, je vois, mais... N'empêche, ouais, j'ai jamais su blairer cet animal. Quand j'étais tout petit, il passait sans plus, il m'a vraiment pas marqué. Mais quand je suis adulte, je vois à quel point il est intrusif dans l'histoire et il est irritant à cause de ça. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Ça n'enlève toujours rien à la force du film pour moi. J'espère que c'est clair depuis le temps maintenant. Hein, c'est juste pour préciser pourquoi je l'adore pas autant que d'autres. En tout cas, il reste plus qu'à voir rapidement le sondage pour le prochain top retour. Et ce coup-ci, j'ai décidé de faire le thème du bouclage. C'est-à-dire qu'il y a quelques franchises qui ont été un petit peu entamées et il manque à ce qu'elles soient un petit peu achevées. Et ça va être un petit peu le topo de ce que je vous propose. C'est-à-dire que voilà, j'ai entamé des franchises, il reste plus qu'un opus à traiter en top retour, et ben c'est ce que je vous propose. Faisons ce dernier opus ensemble. Alors pour commencer dans l'ordre Tarzan 2, voilà j'ai fait Tarzan, j'ai toujours pas fait Tarzan 2. Ce serait une fois de plus un défi de trouver des bons points à ce film qui est pour moi une assez mauvaise suite. Après Pocahontas 2, tant qu'à faire vu qu'on est parti autant tous faire à la suite, hein, si ça vous dit, ce serait pratique pour moi, hein, ça resterait dans le même domaine. Ensuite il y aurait Cendrillon premier du nom parce que voilà j'ai fait Cendrillon 2 et 3, j'ai pas fait le premier. Je vous cache pas que c'est pas non plus le film qui m'inspire le plus pour faire du top retour, mais je pense que ce serait un truc très similaire à ce que j'avais fait pour La Belle et le Clochard. Comme ça, au moins, ça bouclerait le truc, quoi. Ensuite, La Petite Sirène 3, là, c'est l'inverse. On a fait les deux premiers, il manque le dernier. Voilà, hein, donc, ouais, c'est l'opus que j'aime le moins de la trilogie de loin. Donc, ouais, j'aurais des choses à en dire. Hein. Et enfin, pour terminer, Cusco de King Kong, la suite de Cusco, l'empereur mégalo, que j'ai traité il y a très peu de temps en top retour. Donc voilà, ça bouclerait assez vite la chose. Là aussi, ça serait pas inintéressant à faire. Voilà, hein, c'est pas un film qui m'horripile particulièrement, mais c'est très frustrant par rapport au premier, hein, vraiment. Donc, ouais, hein, ce serait quelque chose de faire les bons points, parce qu'il y en a des bons points, hein, c'est sûr. Voilà la liste que vous avez votée sur l'onglet qui apparaît en haut à gauche ou à droite, je sais jamais. En tout cas, votez, n'oubliez pas. À très bientôt pour de futures vidéos. Bye.